On va parler de nourriture amoureuse cette fois-ci, avec Isabelle Delmas. Si on parlait d'amour, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lors du comportement amoureux? Plein de choses. Plein de choses. D'abord, nous avons évidemment une grande émulsion émotionnelle parce que nous retrouvons dans l'autre, on est très attiré par l'autre, etc. Donc on comble plein de manques, plein d'attentes. Et puis dans notre cerveau, on fabrique, il y a des neurotransmetteurs et on fabrique des hormones, des hormones qui nous aident. Oui, Shabadabada, regardez Voilà. ce sujet qui va vous en dire davantage et vous nous mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est attiré par une femme, que cette même femme a le béguin pour lui? Depuis 2 ans, Hervé et Pauline s'aiment sans nuage. Certains diront que c'est un heureux hasard, mais quand il s'agit d'expliquer la passion, la science, elle, est beaucoup moins fleur bleue. Pour nous, un spécialiste s'est plongé dans le dictionnaire du sentiment amoureux, et là, un mot est apparu. Tout est véhiculé par les phéromones. Alors, bon, on n'enlève en rien l'aspect séduction et visuel qui est important. Hein. Tout se conjugue au niveau du cerveau, les différentes informations se conjuguent au niveau du cerveau, mais les phéromones jouent un rôle quand même très important. Regardez, c'est comme ça que ça marche. Il suffit de se rapprocher plus ou moins proche de la personne pour avoir accès à son odeur et à ses phéromones qui vont donc se transmettre par les voies nasales. Mais alors, les histoires de princes charmants, beaux et séduisants, c'est du pipeau? L'homme, c'est l'instrument reproducteur, à peu près. Et donc, lui, le but, c'est vraiment de favoriser le polymorphisme génétique. Et les femmes vont être beaucoup plus attirées par un type d'homme qui porte des gènes différents. Voilà, messieurs, maintenant, vous savez pourquoi vous n'êtes pas toujours irrésistibles. Isabelle, on vient de nous dire que l'amour c'est chimique. Est-ce que ce n'est qu'une question d'hormones? Dites-moi non. Non, non, bien entendu, parce que sinon, ce serait trop triste de toute façon. Ce n'est pas qu'une question d'hormones, mais ce sont des choses qui contribuent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté hormonal qui, depuis la nuit des temps, a fait en sorte que, comme l'a dit le monsieur, je ne vais pas me répéter, qu'on puisse procréer et puis évidemment perpétuer l'espèce. Mais il y a aussi toutes les attentes que chaque individu, n'oubliez pas qu'on est tous complètement différents, on a tous des attentes, une odeur, comme il le dit aussi, mais cette recherche aussi de cet amour très très fort qu'on a connu, si on a eu cette chance avec sa maman, une grande envie de partager, de fusionner. Et comme un fait exprès, en fait, c'est interdépendant. C'est-à-dire que on va rencontrer quelqu'un qui fait tilt pour des raisons qui nous appartiennent, notre histoire, etc. Donc intellectuellement, émotionnellement, psychiquement. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elles font nos petites hormones? Elles se mettent à naître. Et là, du coup, ça fait une espèce de mets délicieux qui se mélange et ça dure comme ça pendant un certain temps. Quand on est super amoureux, on fabrique de l'adrénaline, on fabrique des endorphines, on fabrique de la sérotonine, enfin plein de choses qui font qu'on est en pleine forme. Donc évidemment, on continue à être amoureux. Vous saviez tout ça, Julia? Bien, en tout cas, je suis ravie d'écouter attentivement tous ces petits détails. Moi, ça me fait penser à une étude que j'ai vue récemment qui a été faite aux États-Unis pour quantifier le bonheur, enfin savoir mais comment ça se fait qu'on est heureux. Donc c'est quand même la grande question. Et ce qui en est ressorti, c'est évidemment ni le succès, ni la gloire, ni les dollars, mais la qualité de nos relations. J'ai trouvé ça formidable. Eh bien ça aussi, c'est une question effectivement d'hormones. Parce que par exemple, quand on a un couple qui dure, c'est sans doute qu'il est passé assez facilement et assez sereinement par sa propre action, je vais en parler après, de la fabrication, par exemple, d'adrénaline, c'est le moment de la passion, ou de la PEA, qui est quelque chose de l'ordre des amphétamines quand on se connaît, donc on est tout excité, tout heureux, on a plus faim, etc. Et puis après, ça se transforme, et les hormones deviennent... Le cerveau, finalement, s'habitue à toute cette fabrication excessive d'hormones, et on va fabriquer des ocytocines, mais tout ça, ça ne sert à rien si on n'a pas le côté psychologique, c'est-à-dire les ocytocines, c'est quand on se touche, quand on se caresse, quand on a ne serait-ce que se caresser la main, quand on se rapproche. C'est ce qui entretient l'amour. Et ça entretient. Voilà. Et souvent, quand ça passe, quand cette période qu'on dit l'amour ne dure que 3 ans, en fait, c'est parce que le cerveau s'est habitué, comme je vous l'ai dit. Et là, les gens qui vont durer sont les gens qui vont entretenir tout ça. Donc, il y a aussi une réelle volonté. On n'est pas que complètement tiré comme des marionnettes par nos hormones. Il faut aussi avoir une intention. Et l'intention, elle vient de chacun de nous-mêmes. Sinon, c'est la rupture et c'est le chagrin d'amour. Voilà.
Ouais. Et on s'en Sinon, remet comment? on enlève les lunettes roses. Et là, tout d'un coup, on voit autre chose. Et ce qui paraissait, ce que l'on ne voyait pas, et non pas ce qu'on croyait aimer, parce que souvent on ne voit pas. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux dans le coup de foudre, ça a été mesuré, il y a une zone du cerveau, le sens critique, et il ne marche plus. Alors évidemment, à un moment donné, le cerveau reprend tout quand même. beau, Il se dit, tout merveilleux. Voilà, je vais peut-être un peu reprendre mon Après, sens critique. Et là, on déchante. C'est ça? voilà, on peut déchanter, mais on peut aussi, si on sait tout ça, se dire attention. Je sais que je suis en coup de foudre, je sais que ça va pas durer éternellement. Il faut que à moi. J'aime l'autre pour ce qu'il est. Et c'est ça la clé. Oui. Aimer l'autre pour ce qu'il est. Bon. Un mot sur comment on gère un chagrin d'amour en 30 secondes? Alors, en 30 secondes, il faut dire que le chagrin d'amour, quand on en a un, il est obligatoire. Donc, le mieux, c'est d'être dans l'acceptation de ce chagrin. Et surtout, d'enlever la colère qui est un poison pour la guérison. C'est comme ça en amour, il n'y a pas de justice. Hein. Donc on peut être très malheureux, voilà, on est très malheureux, l'autre ne veut plus de nous. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas l'obliger. Donc du coup, on accepte. Ça dure le moins longtemps possible quand on accepte. Souvent, au-delà d'un an, il n'y a plus trop de chagrin d'amour. Mais si on s'y prend bien et qu'on se fait aider, Laurence, car souvent, de quelle manière? moi j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, comme je fais beaucoup d'hypnose, qui viennent me voir parce qu'ils ont des chagrins d'amour, et je vous jure que ça ne dure pas longtemps. Ah, voilà. Je suis une délivreuse de chagrin d'amour, moi. Oui. Isabelle Delmas, délivreuse de chagrin d'amour. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Et nous partons à Nice, à la découverte de nos ancêtres.